Alors j'avais malheureusement pas lancé l'enregistrement de la vidéo et j'avais promis à certaines personnes qu'elle serait sur YouTube. Donc je viens la relancer. Et juste pour le bien de la vidéo, je vais juste expliquer rapidement l'objectif de cette petite session de live coding. Donc nous sommes sur Twitch pour encore une bonne demi-heure je pense, tant que ça marche. Pour essayer de rajouter sur l'écran le nombre de viewers live sur ce stream. Donc actuellement, le champ de texte que vous avez en bas à droite de la scène indique 0. Et ce 0 vient d'un fichier texte qui s'appelle viewercount.txt qui contient 0. Et notre job ce soir, c'est d'écrire un petit exécutable qui va voilà, interagir avec l'API Twitch pour extraire ce viewercount, qui dans cet exemple est de 15, et du coup le réécrire sur la sortie standard, et on va après avec un petit peu de tuyauterie bêche mettre à jour ce fichier .txt, ce qui devrait normalement rendre le nombre de viewers sur ce stream live. Donc c'est un stream interactif à plusieurs points de vue. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un test qui essaye de parser le JSON et qui fail. Donc cet exemple, il est ici. C'est un exemple qu'on a fait au tout début, voilà, qu'on a fait il y a une vingtaine de minutes, et qui renvoie à 15. Et malheureusement, notre implémentation, qui pour l'instant est une implémentation tout à fait performante, mais bien bête, renvoie à 0, et bien le test fail en nous disant on attend des 15, on a 0. Donc là, rien de surprenant, c'est pas quelque chose sur lequel vous serez, je pense, époustouflé. En revanche, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'attaquer vraiment à l'implémentation de cette fonction-là. Donc on peut fermer le test. Ce test, il va tourner en boucle, en arrière-plan, à chaque fois qu'on va déclencher la compilation, donc en sauvegardant un fichier de source, ou en modifiant les fichiers descriptifs du paquet du projet. Donc comment on parse du JSON en Haskell? Alors il y a quelques alternatives, mais en pratique, il y en a une façon principale de le faire, c'est d'utiliser ASON. Et je disais tout à l'heure qu'on utilisait la doc, qu'on pouvait avoir la doc des paquets Haskell dans cet outil. Il s'avère que pour ASON, alors que c'est quand même une lib très répandue, malheureusement elle n'est pas dans la distrib. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder dans la doc sur Hackage directement. Donc c'est le même format, la différence c'est qu'elle est un peu moins accessible, et pour ce qui est de l'affichage sur votre écran, ça sera un peu moins agréable, je pense. On va zoomer un petit peu. Donc sur Hackage, vous avez Hackage, c'est le repository de paquets principal, hein. C'est un petit peu notre Maven central à nous, c'est notre je sais plus comment il s'appelle, le repository npm. Voilà, c'est notre paquet central. Alors avec Stack, on va pas aller récupérer les paquets de Hackage directement, on les récupère de Stackage, qui est le repository des distributions de paquets fournis par Stack, maintenus par Stack, mais c'est pas très important, c'est la même. Sur Hackage, vous avez un historique de version assez ancien et une doc en ligne directement accessible. Donc comment on lit la doc d'un paquet Haskell? Eh bien au début vous avez quelques commentaires, des fois pas très intéressants, des métadatas qui sont, si on ne sait pas les lire, tout à fait inintéressantes aussi, et ensuite un listing de tous les modules que ce paquet expose. En l'occurrence, nous on va s'occuper du paquet principal, donc juste un petit commentaire sur la structure. Les modules en Haskell, eh bien c'est un petit peu comme les paquets en Java. Il y a une hiérarchie avec un séparateur qui est le point, et cette hiérarchie se répercute dans le file system avec des dossiers pour chacun des niveaux hiérarchiques. Et ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on va aller regrouper dans le paquet principal de plus haut niveau les fonctionnalités principales, celles dont on a besoin naturellement. Elles sont généralement, le fichier source de ce paquet-là consiste à réexporter les paquets, les modules, les modules sous-jacents, mais des fois il y a un petit peu de code. Et dans le module, pardon, dans la doc du module principal de ASON, vous avez quelques petits exemples et les fonctions principales pour parser.
Donc moi je vais faire un raccourci, hein, on va aller direct à l'essentiel. C'est pas la première fois que j'écris un parseur JSON. C'est un petit peu plus, c'est un peu plus, on va aller plus direct à l'essentiel. Donc en gros notre job, c'est utiliser cette fonction qui s'appelle decode, hein, tout à fait pertinent, qui consomme un bystring, ça tombe bien. Et il s'avère que ce petit coquin utilise un bystring lazy, donc on va corriger ça. Et qui renvoie un type qui est en fait une option. En Haskell on dit maybe, en ce cas-là on dit option, et dans les autres langages généralement on dit option. Un maybe de A. Donc le A c'est quoi? Le A, bah, ça dépend ce que vous voulez obtenir. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord écrire des types de données, nos types à nous, qui représentent ce qu'il y a dans le JSON encodé de Twitch, et on va écrire une instance de cette class from JSON. Donc là j'ai posé quelques petits mots peut-être un peu barbares, type class, instance, option. Bon, vous allez voir, ce sera plus concret quand on va aller taper du code. Donc on va aller importer cette fonction. On va aller importer cette fonction ASON pour écrire notre parseur. Donc ASON, lui, il consomme la variante lazy de bystring. Alors lazy versus strict, c'est relatif à la laziness, c'est-à-dire en fait au fait que les expressions en Haskell sont par défaut lazy, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas évaluées quand vous les écrivez. Elles ne sont pas évaluées totalement, profondément, dans tout le détail de la valeur que vous pouvez obtenir, si vous n'avez pas besoin de tout le résultat. Je vais vous donner un exemple. En Haskell, vous êtes capable d'écrire du code qui va générer une liste infinie d'entiers de 1 à l'infini. Cette expression, elle s'écrit de façon assez simple. Et cette expression, ça va être par exemple les antinaturels. Alors j'ai un doute sur le 0 ou pas. Mais en gros, ça s'exprime comme ça. Et ça, c'est une liste d'entiers. Entiers ou d'autres types, hein, il y a d'autres variantes de nombres. Mais c'est une liste qui ne se termine pas. Donc si vous cherchez à calculer la longueur de cette liste-là, à ce moment-là, ça va poser problème. Parce que le fait de calculer la longueur, ça demande d'évaluer toute l'expression passée en argument qui est cette liste infinie. Donc calculer la liste, la taille d'une liste infinie, c'est pas possible. En revanche, on peut quand même manipuler une liste infinie parce que cette expression n'est pas évaluée de façon stricte. Et vous pourriez dire, par exemple, prends les 10 premiers éléments d'une liste infinie. Et ça produit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 éléments. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'on a cette notion de lazy versus strict. Et dans les structures de données comme les chaînes de caractères, ça peut être important pour des questions de performance et des questions d'empreinte mémoire de votre programme. Donc on va remplacer par la version lazy et ça va ne plus compiler. Ça ne compile plus parce que notre main renvoie une version stricte, donc on va aller corriger ça. Et on va être optimiste et dire qu'il y a la même fonction pour la version lazy. Yeah, ça marche. Donc le main passe, par contre le test ne passe plus non plus, donc on va rebelote. On va aller corriger ça. Et c'est vrai que tout à l'heure on avait converti de façon volontaire une chaîne de caractères lazy en strict. Et bien on n'a plus besoin de faire ça parce que tout notre code utilise la version lazy. Ce sera plus simple. Bon, c'est tout à fait intéressant tout ça. Pas besoin de vous préoccuper avec ce genre de détails, c'est des choses qu'on rencontre à l'occasion. Sachez que ça existe. Bystring, si vous voulez, juste un commentaire rapide pour pas que vous soyez confus. Il existe en gros 3 types de données principaux pour représenter une chaîne de caractères. String, c'est une liste de chars, une liste du caractère, comme vous l'auriez dans les langages bas niveau classiques.
C'est quelque chose très sympa pour manipuler des caractères les uns après les autres. En revanche, pour ce qui est de manipuler du texte euh, produit par des humains ou du texte de façon performante, eh bien c'est une catastrophe. Et donc en fait, on va essayer d'éviter d'utiliser des strings basiques, sauf si on a une bonne raison. ByteString, c'est la version binaire, on va dire. C'est une string de bytes. Donc c'est vraiment le nom est tout à fait explicite. Et ça, c'est quand vous avez typiquement une source, on va dire, technique. Quand vous avez un ordinateur qui vous écrit, par exemple. La dernière version, c'est la version du texte qui, elle, est passée par une phase de décodage. Donc vous avez une source ByteString et vous savez qu'elle est encodée en UTF-8. Eh bien, vous allez la décoder en spécifiant l'encodage et ça vous produira une chaîne de caractères de type texte. Donc Aizen, lui, il prend en entrée des bytestrings, donc pour l'instant on va faire que ça et puis en fait on n'a pas besoin du reste. Donc décode. Décode sa signature, petit rappel, sa signature c'est prend bytestring, envoie un maybe de A. Donc déjà on n'est pas content parce que c'est pas un int qu'on obtient, c'est un maybe de quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va décomposer le problème. Ça c'est quelque chose de tout à fait banal. On va aller écrire un parseur. Donc un parseur, ça va être un parseur en reprenant le type des codes qu'on avait nous. Et on va dire qu'on va renvoyer un, je sais pas quoi, comment appeler ça. Qu'est-ce qu'on a dans notre sortie qu'est-ce qu'on produit dans cette sortie qu'est-ce qu'on consomme dans la sortie de Twitch. On consomme des objets qui ressemblent à des métadatas en fait. Hein. C'est le titre, le statut, des stats, une date, une langue. Voilà. Donc ça c'est typiquement la métadata. Donc on va appeler ça métadata. On va regarder le JSON sous le coude. Et cette metadata, à quoi elle ressemble? Eh bien, on va écrire un type algébrique. Alors, pour écrire des types de données, des structures de données, par exemple, en Haskell, on a une syntaxe qui est tout à fait simple, qui est de dire, on a un data type avec le keyword data, on le nomme, donc ça c'est le nom du type. Et ensuite, on va, après le égal, définir le ou les constructeurs possibles pour ce type. Donc dans ce cas-là, c'est une structure de données avec un seul constructeur, on ne va pas s'embêter, on ne va pas écrire des choses compliquées. Et nous, notre objectif, c'est de lire le viewer count. Et on pourrait s'amuser à lire le reste, on le fera peut-être après si on a du temps. Mais en gros, cette metadata, elle va contenir un seul attribut de type int, qui sera ce viewer count. Donc ça c'est la version, on va dire vraiment fonctionnelle d'un type de données algébrique. C'est pas très agréable pour des aspects maintenance. C'est-à-dire que par exemple vous seriez tenté de rappeler que ce int c'est un viewer count, ce qui est légitime. Mais on a en fait quelque chose de plutôt cool qui s'appelle la syntaxe en record, qui vous permet de nommer vos attributs. Et de pouvoir les accéder en lecture sur ces valeurs de type metadata avec des accesseurs. Donc, c'est une propriété. On peut dire qu'on nomme la propriété comme vous auriez des attributs dans une structure de données classique de type struct en C, Pojo en Java ou que sais-je. À la différence qu'en Haskell, je le rappelle, tout est immutable. Donc, en fait, votre fonction viewerCount, c'est qui va être produite à la compilation, et donc une fonction qui est juste en lecture. Donc c'est un getter. Donc ça permet d'avoir un getter. Voilà, on va produire un metadata et des codes. On va appeler la fonction decode qui produit un metadata pour produire, voilà. Là je m'embrouille un petit peu, mais en gros on profite de l'inférence de type du compilateur pour qu'il sache quoi faire. Et là il s'avère que ça compile pas.
Ce qui est tout à fait normal. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut lire le message d'erreur et se rappeler la signature de la fonction decode. Donc là GHC nous dit il n'y a pas d'instance de la type class from JSON pour le type metadata. Arising from the use of decode. Donc là, c'est l'inférence de type qui échoue parce que decode est censé renvoyer un maybe de A étant une instance de from JSON. Pardon. Voilà, c'est ce que veut dire cette fonction decode. Soit un A qui est une instance de from JSON. Pour toute bytestring, renverra un maybe de ce A. Donc decode est une fonction polymorphique, mais polymorphique sur le type de retour. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et assez rare dans la plupart des langages de programmation. Généralement, vous avez du polymorphisme sur les paramètres et généralement aussi sur le type de sortie, mais beaucoup sur les paramètres. Là, vous avez du polymorphisme et qui se repose entièrement sur l'inférence de type, c'est-à-dire sur le fait que la sortie sera utilisée dans un autre contexte, et ce contexte d'utilisation de la sortie de la fonction decode devrait permettre de comprendre quel est le A dont on parle. Donc là, pour rendre le compilateur heureux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier cette type class from JSON. Donc là, ça fait beaucoup de gros mots. C'est quoi une type class? Une type class, il faut le voir comme une interface Java, comme un trait Scala, plus proche du trait Scala qu'autre chose. Donc c'est une interface dans le sens où vous spécifiez des fonctions que cette type class doit implémenter, que vous devez implémenter quand vous en fournissez une instance. Et ici sur FromJSON, l'API de FromJSON, c'est trois fonctions, enfin deux fonctions, parseJSON et parseJSONList. Et en fait, parseJSONList se déduit de parseJSON et on peut se contenter d'en implémenter une des deux. ParseJSON suffira. Donc, notre job, ça va être d'écrire ceci. Alors, en fait, là on a un petit souci parce qu'en fait, cette type class from JSON, elle va intervenir au moment où on va décoder cet objet-là. Et non pas toute la structure de tout le blob JSON qu'on avait en entrée. Donc quand on aura écrit cette instance de FromJSON, eh bien on n'aura pas fait tout le travail. Il faudra qu'on aille lire la structure pour aller piocher le data, et dans le data qui est une liste, aller parser tous les éléments de la liste. On peut commencer à faire ça. Donc pour implémenter une type class en Haskell, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui fournir une instance. Donc on fournit une instance de la type class FromJSON pour le type metadata. Et pour ce faire, on dit cette instance est définie de la façon suivante. Des espaces pour que le compilateur soit content, sinon la notation est importante en Haskell. Et on va donc lui fournir une implémentation pour la fonction parJSON, dont la signature est un argument de type value, on verra ce que c'est qu'un value, renvoie un parseur de A. Le A étant le paramètre de la type class FromJSON. Donc dans notre cas, c'est un metadata. Voilà, donc la signature attendue, c'est ceci. On va la mettre ici pour rappel. La syntaxe Haskell fait qu'en fait on peut pas lui mettre la signature. Enfin, je me doute. En tout cas, elle n'est pas requise. Donc ce parse, pardon, j'écris des bêtises. Ce parse JSON envoie un parseur de metadata. Donc c'est quoi un parseur? C'est quoi un value? C'est quoi tous ces types?
Moi, d'habitude, quand j'écris un parseur, quand je fais ça en JavaScript, ce que je fais, c'est que j'ai mon entrée qui est un objet qui ressemble à un dictionnaire, on va dire. Donc on a un objet, un JSON qui ressemble à quelque chose comme ceci. On a un data qui contient une liste de trucs avec notamment viewer count 15. Et ce qu'on fait, c'est que en fait, on va aller parcourir la structure de données, éventuellement mapper une fonction de parseur, on va dire, mapper une fonction qui prend un autre objet et qui renvoie ce viewer count. Et ça devrait nous produire, ça devrait être égal à tableau de 15, on va dire. Je pense que c'est ça. Donc quand on parle du JSON en JavaScript, dans la plupart des langages, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller parcourir cette structure de données et faire cet effort de construire tous les niveaux hiérarchiques intermédiaires qui correspondent à notre source JSON. Alors bien évidemment, là, en JavaScript, parser du JSON en JavaScript, c'est un petit peu idiot. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même le format de serialisation des objets JavaScript nativement. Et la deuxième raison, c'est que c'est du JavaScript. Mais sinon, l'approche Haskell est très différente. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va devoir écrire un parson qui consomme des values. Donc allons voir la doc, tout de suite. Value, qu'est-ce que c'est? Value, c'est un data type qui a plusieurs constructeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est capable de représenter ce qu'on a dans la donnée brute d'un JSON. Et en JSON, vous pouvez, vous pouvez mélanger les chaînes de caractères et les entiers dans une liste. Vous pouvez mettre plein de trucs différents pour le même type. Vous pouvez avoir à la racine un tableau ou un objet ou une chaîne de caractères. Vous avez aussi une valeur nulle, il n'y a pas de nul en natif en Haskell. Donc tout ça pose un certain nombre de problèmes. Comment on fait pour représenter ces données JSON? Eh bien, on le fait avec un type algébrique. Value est un type algébrique, data value, qui a plusieurs constructeurs. L'un d'eux est object, un autre est array. Array représente ce que vous pensez. String, pareil, c'est une string. A noter que le constructeur s'appelle string et que la structure de données Haskell utilisée pour la stocker, c'est cette fameux texte. Parce que string est quelque chose d'encodé avec éventuellement du texte saisi par des humains, donc c'est string, c'est texte. Bool qui contient un booléen et nul qui représente la valeur nulle. Donc il n'y a pas de paramètre pour ce constructeur nul. Nul est défini de façon singleton. Nous, on va manipuler deux choses, enfin trois choses, les strings, mais on va pas le faire directement. Array et object. Et pour ce qui est de metadata, eh bien c'est un objet. Donc ce qu'on a dans notre ici, c'est un objet avec des accolades. C'est un objet JSON. Et un objet, c'est quoi? Eh bien, c'est une map en fait, c'est une hmap de clés qui sont représentées par du texte vers d'autres valeurs JSON. Donc ça vous construit comme ça une structure récursive, parce que JSON, si on prend une représentation hiérarchique, un arbre de données, donc voilà, c'est récursif. Array, c'est le même délire, sauf que c'est pas une map de clés vers valeur, c'est un vecteur de valeur. C'est en gros une liste, type énuméré. Une séquence, donc vous pouvez l'adresser par sa position, elle est indexée. Texte, c'est le type texte. Scientifique, c'est un type qui représente les nombres. Bool, c'est le bool de la lib standard, donc c'est true ou false. Et nul, il n'y a pas de valeur. Donc ceux qui se posent la question, le point d'exclamation là, c'est le bang operator pour expliciter que cette valeur est stricte. Donc ça c'est pour éviter que ça explose en mémoire et qu'on perde le contrôle. Elizon ne veut pas être responsable de ça. Enfin, expose en mémoire. Expose en stack, en profondeur de stack à cause de la laziness.
j'en parle pas plus parce qu'en fait je connais pas grand chose dessus au final et je vous dirais des bêtises. Donc là on a vu pour ce que c'est value et pour ce qui est du parseur. Alors parseur c'est une autre paire de manches. Parseur, eh bien c'est une structure de données algébrique. Beaucoup de choses en Haskell sont des data types. Sauf que c'est un data type sans constructeur visible. Vous ne pouvez pas construire un parseur vous-même. Vous devez passer par d'autres fonctions. Et parseur, eh bien, il implémente un certain nombre de type classes, dont le fameux functor, dont la fameuse monade, et aussi applicative. Donc, trois type classes très importantes en Haskell, qui sont connues des non-développeurs Haskell, parce que c'est un monade est un gros mot, functor est un mot prétentieux, et ouais, tout genre de choses. Mais c'est en pratique très important et c'est fondamental et c'est quelque chose de commun entre beaucoup de bibliothèques, entre beaucoup de types de données. Et donc quand vous avez appris à manipuler un functor, quel qu'il soit, et que vous découvrez une bibliothèque qui vous dit ce type est un functor, ce type est une monade, ce type est un applicative, vous savez quoi faire, vous savez comment écrire ce code-là. Quelque chose de très efficace. Donc, le coût d'entrée pour un développeur débutant Haskell est non négligeable dans la mesure où il a des nouveaux concepts à apprendre. Et cette marche-là, qui est difficilement évitable, elle n'est pas si élevée que ça. Et une fois qu'on s'est fait les dents, qu'on a fait ses gammes là-dessus, on est ensuite très efficace, notamment pour découvrir de nouvelles bibliothèques, de nouveaux codes produits par des tiers. Donc il y a une plus grande uniformité dans ce qu'on produit, dans ce qu'on écrit, parce que voilà, ça se repose sur des concepts partagés. Il y a quelques concepts plus souvent partagés. Donc comment on fait un parseur? Eh bien en fait on ne fait pas un parseur directement en appelant son constructeur ou autre. On va faire un parseur en utilisant des fonctions que JSON nous fournit, qui sont des fonctions utilitaires pour aller parser du JSON. Donc là, dans la doc de la type class from JSON, il vous donne un petit exemple. Il vous donne un exemple qui utilise en l'occurrence la syntaxe des applicatives. Parseur est une applicative et en fait on est capable de faire l'aspect applicatif du parseur, mais c'est pas très important, je vous montrerai du code et on en fera notre intuition. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avec un certain nombre de fonctions comme cet opérateur point de point aller écrire des parseurs, combiner ces parseurs, produire un parseur plus riche, enfin de plus haut niveau, un parseur de votre propre type de données. Donc à partir de parseurs fondamentaux, élémentaires fournis par JSON, on va construire un parseur de nos propres types en combinant avec l'aspect monadique du parseur ou l'aspect applicatif, en combinant ces parseurs pour faire un parseur un peu plus complexe. Donc point de point, lui, par exemple, ça prend un object, donc ça c'est bien pour nous parce que c'est ce qu'on veut faire. Ça prend un texte qui s'avère être la clé, le nom de l'attribut qu'on veut requêter dans cet objet JSON, et ça produit un parseur d'un type A, ce type A étant dépendant de ce qu'on espère, ou dépendant du code qu'on écrit, parce qu'on peut expliciter le type de sortie. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire un parseur qui consomme un object, on a ici un object, et qui va aller requêter la clé viewWordCount. Comment on fait ça? Alors déjà, l'object, c'est un cas particulier, c'est un des constructeurs du type value. Donc il faut qu'on fournisse une implémentation pour l'object, et qu'on dise au parseur ça va échouer si on a autre chose que des objects en entrée. Ce parseur va échouer si vous l'appliquez à un tableau, si vous l'appliquez à l'objet nul, si vous l'appliquez à un endroit. Et ça, on va le faire par pattern matching. Alors, le pattern matching en Haskell, c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que c'est un petit peu un des patterns, c'est qu'à le dire, pour écrire des fonctions un peu complexes, les plus répandues et très efficaces. Pattern matching sur la fonction, ça permet
d'éviter les if, else, if, else, if, else qu'on peut avoir dans notre langage, ou les switch cases, quand vous avez un switch case un peu plus riche que simplement des entiers ou des chaînes de caractères. Tout en gardant voilà, quelque chose d'assez explicite, d'assez explicite. Et ça marche aussi parce que en fait, on peut fournir pour une même fonction plusieurs implémentations de cette fonction. Donc en fait, on va fournir deux implémentations. Une implémentation qui accepte un object qu'on va récupérer, qu'on va manipuler. Et ensuite, elle va, pour tous les autres cas, sans préciser le constructeur, donc là, ça va être du coup le ramasse-miettes, hein, c'est le cas défaut d'un switch case, ça va aller renvoyer un message d'erreur. Dans le cas positif, là, on a un object. Du coup, on peut utiliser l'opérateur qu'on a vu, point de point, pour aller requêter l'attribut viewerCount. Et viewerCount, lui, il s'avère que nous, on sait que c'est un entier. Et en fait, pour parser un entier, JSON sait le faire. Il a fourni des instances de FromJSON et de toJSON pour les entiers. Donc on peut se reposer là-dessus, ça va être entièrement fait de base. Sauf que nous, on ne produit pas un entier, on produit un metadata. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ce viewerCount. Et on va construire un metadata à partir de ce viewerCount. Je ne vais pas utiliser la version underscore. Donc on va faire ceci. J'écris le code, après on en parle. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça fait deux choses. Un, ça appelle le parseur qui consiste à requêter l'objet pour récupérer la valeur viewerCount. Ça l'associe, ça le bind sur une référence qu'on a appelée viewerCount. Et ensuite, ça retourne un metadata avec la fonction pure qui prend en argument ce viewerCount. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça, comment dire, je vais expliciter les types. ViewerCount ici est un int. O de point de point viewerCount, lui c'est un parseur de int. Cette fonction parse JSON, elle renvoie un parseur de metadata. Je mets sa signature, hein, ça prend un value, et ça renvoie un parseur de metadata. Et metadata viewerCount, ça construit une valeur de type metadata avec un seul constructeur qui s'appelle viewerCount. Sauf que viewerCount, metadata, c'est pas le type de retour de cette fonction. Notre type de retour, c'est parseur de metadata. Donc il faut qu'on renvoie, qu'on retourne dans le type parseur metadata. Et ça c'est faisable avec la fonction pure qui est définie sur applicative et qui vous permet voilà, de renvoyer dans cette monade qui est parseur, dans cet applicatif qui est parseur, cette valeur concrète metadata. Si vous êtes habitué au functor, sachez que en fait ici, comme on a qu'un seul argument, on peut écrire tout ceci de la façon suivante: metadata O de point viewerCount. C'est strictement équivalent à tout ça. Donc ça marche parce que on sait ce que c'est qu'un parseur, ce que c'est qu'un functor, on connaît l'opérateur fmap. Ça devient un peu plus abstrait, ça utilise des opérateurs avec des têtes un petit peu particulières. Donc quand on est débutant, c'est tout à fait incompréhensible tout ça. Quand on est habitué, c'est un pattern qu'on va retrouver très fréquemment et que vous avez dans l'exemple que vous fournit JSON. Et c'est quelque chose de très facile à lire quand on sait décoder l'opérateur et la structure. On voit assez rapidement avec un peu d'expérience que là, en fait, on construit un metadata en fmappant, en appliquant ce constructeur sur le résultat du parseur qui est écrit ici. Donc on réutilise, on a trois abstractions. On a le parseur de int fourni par JSON, on a fmap qui est l'aspect fonctoriel du parseur, et on a metadata qui est notre abstraction, qui est notre façon de voir le monde, qui est cette structure de données qui contient en l'occurrence un viewerCount. Et c'est ce qu'on va retenir au final, parce que c'est la syntaxe la plus agréable.
Et dans le cas invalide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va fail. Alors, je me souviens jamais comment on fait. On va faire un truc comme ça. Ok. J'ai pas importé from JSON. Pour des questions de communauté, on va importer toutes les dépendances de JSON parce que il y a les opérateurs, il y a des types, des constructeurs. Ça peut faire un peu beaucoup si on doit les lister. Et ça ne compile pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais je vais pas les lister toutes parce que tu as les opérateurs et ça devient un petit peu violent. Un petit peu violent. Ouais, il y a des fois des blancs. Bah, des fois, il faut lire quand même le message d'erreur. Ça permet de comprendre. Ah oui, d'accord, non, c'est bête. Ok, ok. Donc là, c'est ce qui se passe en fait, c'est que notre viewer count, quand on fait un spécial en Haskell, c'est une string. Et notre parseur point de point, lui, il veut un texte comme clé. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit on écrit, soit on convertit ça en texte, ce qui est un petit peu laborieux, soit on utilise une extension du compilateur qui s'appelle overloaded strings, qui permet en fait d'automatiquement convertir un littéral string dans le type, dans un type qui est capable d'être construit à partir de string, et texte en est un. Effectivement, comme le fait remarquer iSwitchLol, une autre façon de le faire, c'est d'explicitement pack la chaîne de caractères. Pack est une fonction du module texte qui convertit string en texte. Et la fonction la plus générique, c'est celle qui est utilisée par le compilateur avec cette extension de langage, c'est d'appeler fromString, qui est la fonction que GHC appelle quand il fait ça à votre place. Et fromString pour texte, c'est pack. Mais bon, c'est pas très important. Donc voilà, donc là ça compile, les tests passent pas parce qu'on a changé l'implémentation. Donc je vous rappelle la structure qu'on cherche à parser, c'est ceci. Et là on a été capable de parser cela, mais pas tout le reste. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écrire un parseur des résultats. C'est quoi les résultats? Bah, c'est les metadata, c'est les résultats de l'appel HTTP en fait, parce qu'il nous donne par exemple les résultats, on va dire, métiers dans cet attribut data, mais il donne aussi les paginations, parce que data, c'est une liste avec éventuellement beaucoup d'éléments. Nous, en pratique, on s'en fiche de ça, mais c'est pas intéressant. Les metadata, il s'avère que c'est donc un tableau, enfin data, c'est un tableau de notre type à nous qui s'appelle metadata. Et là, j'écris des bêtises, parce que je parle en tapant du code. Ouais, alors data c'est pas un choix très pertinent parce qu'en fait c'est un mot-clé du langage. On va dire results. Ou même metadatas au pluriel. Même si c'est abusif. Les latinistes me jugeront. Oui, alors, question, effectivement, pourquoi ça marche? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quelle est cette magie? En fait, ici, en faisant l'opérateur fmap et son alias infix avec ce sigle, que certains appellent le sigle Superman, en fait, ça permet d'appliquer la fonction metadata à chacun des éléments passés après. En l'occurrence, un seul élément parce que c'est fmap. Donc metadata accepte un seul argument, qui est un int. Quand on applique en fmappant sur parseur de int, ça produit un parseur de metadata, parce que metadata, la fonction constructeur metadata, pour un int, produit un metadata. Je sais pas si je suis clair. Et donc l'inférence de type fait que, par exemple, on n'a pas besoin de préciser que dans viewer count, on obtiendra un entier.
par inférence de type, il sait que ceci est un parseur de int. Parce que metadata, lui, il accepte un int en entier. Donc ça, c'est très élégant, ça permet d'écrire du code, sans s'embarrasser de détails qui sont assez laborieux au final, hein, surtout quand votre structure de données est un peu riche. A noter que ça marche aussi pour des listes, parce que si pour une liste de A, si votre A est un from JSON, liste de A est aussi un from JSON, parce qu'il sait parser une liste à partir d'un array, et s'il sait parser chacun des éléments de cette liste, il construira cette liste. Et c'est ce qu'on va faire ici pour parser le résultat. Donc on va fournir une instance de from JSON sur result de la façon suivante. Donc là encore c'est un object. Ici c'est un object, on a des accolades. Et puis on va aller tout de suite faire le cas qui échoue parce que avant que j'oublie. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va construire un result en parsant l'attribut qui s'appelle data. Et ça devrait compiler. Voilà, donc comme je suis pas très des fois nommer les choses c'est une des tâches les plus compliquées d'informatique. Ici on n'a pas été très inspiré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ça metadatas. Et ça a bien allé. Donc ça compile, les tests échouent parce qu'on n'a toujours pas changé l'implémentation de notre fonction extract_viewer_count, mais on n'est pas loin là. Là, on est capable de parser ces structures de données qu'on a ici. Et donc on va en sortir obtenir un maybe de metadatas. Donc en fait notre parseur c'est ceci qu'on va écrire. Et vérifions que ça marche encore. Donc ça compile encore. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller écrire cette fameuse cette fonction extract_viewer_count. Donc là on s'est occupé de la partie JSON, la partie consiste à instancier des type classes fournis par JSON. Maintenant tout ça on oublie. Nous ce qu'on a c'est un byte string en sortie un maybe de metadatas qui contient une liste de metadata et on va aller choisir la valeur qui nous intéresse. Donc, comment on fait ça? Déjà première chose, ce qu'on veut c'est appeler le parseur, donc on va parser ce fameux JSON. Sauf que ce JSON, c'est pas un metadata sur lequel on peut aller récupérer ou en farfouillant dans la structure de données notre viewer count, c'est un maybe. Et un maybe, qu'est-ce que c'est un maybe? Là, un petit break pour aller faire un tour dans la doc. Maybe, c'est encore une fois un type algébrique, paramétrique, donc il accepte un paramètre, qui a deux constructeurs. Nothing, le cas vide, et just de A, le cas où c'est défini. Donc maybe de int par exemple, il peut avoir nothing ou just 3. Quand c'est just 3, on a une valeur, c'est un just. Un nothing, parce que c'est un maybe de int, c'est pas le même nothing que le maybe de string. Ça c'est quelque chose de très important. Nothing n'est pas nul des autres langages. Nul, on pourrait comparer, même si c'est discutable, deux nuls entre eux et constater qu'ils sont égaux. En pratique, on ne fait pas ça. Et comparer un nothing de maybe de string avec un nothing de maybe de int, ça n'a aucun sens. Donc ça, même dans le cas nul, en fait, on peut pas se mélanger les pinceaux. C'est intéressant et ça vous donne un standard de garantie. Et on va s'appuyer là-dessus pour écrire du code qui va supporter les cas imprévus. Ce qui est vraiment quelque chose qu'on a souvent l'habitude, souvent tendance à négliger en fait. Donc parseur JSON, en fait, il renvoie un maybe quand le parsing lui-même a échoué. C'est-à-dire que le JSON était mal formé,
nos propres parseurs ont échoué parce que le résultat renvoyé n'était pas celui au format qu'on espérait nous. Parce que par exemple l'attribut viewerCount était manquant ou parce que l'attribut data était manquant par exemple. Donc il faut supporter ce cas-là parce que si notre appel HTTP échoue et que le byte string est vide, eh bien il faut gérer ce cas-là aussi, il n'y a pas de raison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller gérer les deux cas. Et comment on fait ça? On le fait avec un switch case. Il y a d'autres façons de le faire, mais c'est la version la plus naturelle. Sauf que c'est jamais ça que j'utilise moi parce que j'ai un style un peu différent et du coup je me souviens jamais de la syntaxe. Mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc vous avez deux cas de figure. Et là encore une fois ça va être du pattern matching sur le résultat. Vous avez le cas où c'est défini et le cas où c'est pas défini. Donc on écrit tous les constructeurs de ce type là, just avec une variable qu'on va nommer, en l'occurrence ms, parce que je ne suis pas inspiré, et le cas nothing. Dans le cas nothing, qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer 0. On n'a pas de résultat, on va renvoyer 0. On pourrait envoyer autre chose, on pourrait remonter un maybe ici et faire en sorte que l'affichage en sortie soit un peu plus sophistiqué, mais là on va pas s'embarrasser. Donc c'est inexact, mais c'est pas grave. Et dans le cas où c'est bon, et bien là on a un metadatas, donc on a ce type de données ici. Donc là on va aller explorer cette structure de données. Et comment on fait? Eh bien on va utiliser l'accesseur metadatas qu'on a nommé ici. Et en faisant ceci, on obtient une liste de metadata. Et là il s'avère en fait que l'API Twitch ça renvoie une collection de résultats. Et une collection, elle peut être vide. Une collection peut être vide, et ça c'est un cas qu'on va devoir gérer. Alors, comment on fait tout ça? Eh bien, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer ça à une autre fonction, ça sera plus facile à écrire. Donc on va aller, appelons-la checkViewAccount. Donc cette fonction checkViewAccount, elle prend en argument en fait une liste de métadata. Donc elle n'est pas définie ici, écrivons-la. Donc elle prend un tableau metadata. Et qu'est-ce qu'elle renvoie? Eh bien elle va renvoyer le résultat de cette expression-là qui est donc un int. Donc là on a plusieurs cas de figure. Et on va profiter du pattern matching pour avoir les deux cas de figure. Premier cas de figure, la liste est vide. Et le pattern matching, en fait, il peut aussi s'appliquer en donnant des exemples. On peut dire, voici le cas quand, mettons, le premier élément d'une liste est égal à 1. On peut le faire aussi dans le pattern matching. Ça, c'est tout à fait sympathique. Et une liste vide, ça s'écrit avec crochet-crochet. Dans le cas où la liste est vide, on va renvoyer 0. Et dans le cas où la liste est non vide, alors c'est quoi une liste non vide? C'est quelque chose... il y a plusieurs façons de le représenter, mais en gros c'est... bon, on va la faire de façon naïve. On va dire qu'on va aller récupérer le premier élément de la liste avec la fonction head. Donc ça nous renvoie quoi? Ça nous renvoie un objet de type metadata. Et lui-même a un attribut viewerCount, ce qu'on cherche à obtenir. Oula. Donc on va écrire normalement ceci, ça devrait compiler, et non seulement ça va compiler, mais ça devrait passer les tests. Ce qui serait fou. Yeah! On a passé les tests. Donc maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'on a peur de rien, on va sortir du watch sur les tests, et on va lancer notre petit script run.sh, et ça nous renvoie 9. Et si tout ceci est vrai, alors ça veut dire que nous sommes 9 sur ce live, ce qui semble être le cas si je check dans le client Twitch. Donc si on fait run.sh, piper sur notre fichier viewerCount.txt, ça devrait mettre à jour le nombre de viewers sur le live. 8. Quelqu'un est parti. Trahison. Quelqu'un est parti, mort d'ennui sans doute. On va dire qu'il est parti parce qu'il a vu que ça marchait.
Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, c'est eh bien lancer ce petit run.sh qui redirige vers viewer count. Donc on va même faire la redirection directement dans le script lui-même, ça sera facile. Et on va le lancer en Watch. Watch étant un programme standard en Linux qui permet de lancer une commande avec une certaine fréquence. Et par exemple, ça vous permet de lancer une commande avec un intervalle en secondes, exprimé ici. Donc on va faire watch les 10 secondes du script run.sh. Voilà, donc ça devrait mettre à jour le nombre de viewers en direct dans votre écran. Et donc l'objectif de ce live coding avec 23 minutes de retard au final, plus long que prévu, aura été accompli. Alors Vincent qui me demande est-ce je mettrais le code quelque part. Oui, je vais mettre sur GitHub. En fait, la version de départ était, quand on a commencé le live avant d'écrire les tests, était déjà sur GitHub. Et je vais la pousser, incessamment sous peu. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions sur tout ça? Parce que j'enregistre les vidéos, en fait je me suis loupé au début du stream et j'ai pas enregistré la première partie et je n'ai commencé l'enregistrement qu'à partir de l'implantation. Oui, évidemment, je vais te passer le lien, il sera aussi sur la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Tac. Donc c'est sur mon GitHub, sur Petit Fred. Ah, merci. Et voici le projet plus spécifiquement. Donc là, on n'a pas indexé le travail. C'est intéressant ça. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça c'est du OBS. La capture, j'ai pas mis le petit bout de texte sur toutes les scènes. Je vais faire ça. Voilà. Ah, c'est pas que c'est revenu, c'est que je viens de le mettre sur toutes les scènes. Allez, petit bonus, une petite séance de Git. Parce que ça me fait plaisir. Donc moi je fais pas du Git, dans mon IDE, ou je fais pas du Git en indexant tout comme un sauvage. Je suis un petit peu maniaque. Ceux qui me connaissent savent ce genre de choses. Non, je vais pas bisect, mais on va indexer à coup de add-p comme il se doit. Alors en fait, pour les biens du test, j'avais un autre petit, j'avais des fichiers, le fichier api.sh et run.sh sont pas sur GitHub parce que ça contient des clés et compagnie. Donc ça, je vais pas les committer. Il faudrait que je réécrive un peu pour exporter la config. Enfin, dans les tests, ça sera pas commité, mais le code qui fait les JSON lui-même sera commité. Donc qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a modifié le fichier main.hs. On a modifié le paquet, c'est-à-dire celui qui décrit les dépendances, qui décrit les fichiers sources qu'on manipule sur ce projet. On a modifié le run.sh pour mettre à jour le fichier .txt. On a modifié l'implémentation, on a écrit des tests et on a copié-collé un petit utilitaire pour avoir le JSON
pour le JSON en ligne de commande, pardon, en multiligne. Donc on va indexer tout ça. Alors le fichier test UTF-8QQ, lui je connais très bien, on l'a pas fait ce soir, je vais pas le review. Mais le reste on va aller indexer en add-p. En fait avant d'indexer, moi ce que je fais c'est que je fais une diff. Et je fais même une diff à base de word diff. Ça permet d'avoir quelque chose un peu plus concis et de ne pas se faire embrouiller par les différentes whitespace, ce qui arrive assez fréquemment en Haskell quand vous vous amusez à aligner verticalement des mots d'une ligne à l'autre parce qu'il y a une structure, parce que vous avez renommé une nom de fonction et que ça décale tous les éléments d'une liste après. C'est quelque chose d'assez banal. Donc en fait la diff de ce qui ne tient pas compte des whitespace, c'est assez efficace. Donc là, le main.sh, pardon, on voit que j'ai modifié que l'import, donc c'est trivial. Le paquet.yml, j'ai rajouté des dépendances sur les tests parce que ça manquait pour le petit truc que j'ai rajouté, donc là aussi c'est trivial. Lui, j'ai modifié, j'ai redirigé la sortie de notre utilitaire vers ce fichier txt. Donc ça c'est pas très intéressant. Par contre pour les sources, c'est ce qu'on a fait. On a rajouté un import vers JSON, ce qui veut dire qu'on a écrit du parseur JSON. On a modifié l'implantation de cette fonction extraViewerCount, qui était vraiment l'API de cette bibliothèque de haute ingénierie, hein, comme on peut constater. Et après, on a rajouté, voilà, on a implanté ça à base essentiellement de types de données et d'instances de type class from JSON. Et pour ce qui est des tests, eh bien, on a écrit un seul test, qui est un test unitaire à partir d'un exemple. Donc c'est vraiment l'approche traditionnelle des tests unitaires. Vous avez un cas d'exemple, vous avez le résultat attendu et vous vérifiez que c'est bien conforme. C'est difficile de faire beaucoup mieux pour ce genre de choses parce qu'on ne peut pas générer comme on ferait avec QuickCheck des choses qui sont fournies par un tiers selon un format parce que ça serait un petit peu le serpent qui se mord la queue, un peu tautologique. Mais en gros on a écrit un appel, voilà, un test unitaire qui consiste à checker que pour cet exemple là la fonction que l'on a écrit ce soir renvoie bien 15 parce que dans cet exemple on avait 15. Donc là on peut aller indexer sans trop poser de questions. On a vu dans la diff que c'était tout à fait anodin. Lui j'indexe pas parce que il est pas, j'ai pas posé sur GitHub. Et voilà. Touc. Alors moi je suis un grand utilisateur du rebase-i. Le rebase-i avec le add-p, c'est un petit peu la base, hein. C'est ce qui permet de faire du travail en local, d'itérer, de partir d'une version qui est, voilà, on écrit le code comme un porcasse et puis après on fait le tri. Des fois on met en prod un petit bout de code et puis le reste ne partira que quelques jours ou des semaines après. Et donc j'abuse du rebase-i et du add-p pour découper mon historique, le retravailler et puis après le release correctement. Et en fait ça, je vais l'indexer dans ce fichier local, commis de test. Et puis on va ah, il aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non mais idiot. Ok, du coup sur la branche work, vous aurez cette fois-ci le code qu'on a écrit ce soir. La branche work.
ici et ici. Je vais vous la partager tout de suite. Voilà, et on va même faire on va faire le travail jusqu'au bout. On va ouvrir la pull request. Alors vous voyez pas l'écran parce que le navigateur que je capture, c'est pas celui où j'ai mes sessions, dont la session GitHub, et c'est un petit peu casse-pied. On va se contenter de le faire. Imaginez que ça se passe. Imaginez que c'est en temps réel. Et voilà. Donc c'est Twitch code en Haskell pour aller parser Twitch dans un stream interactif pour le stream interactif. C'est complètement méta. C'est le méta. C'est moderne. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que GitQ? C'est un alias perso, comme pas mal d'alias que j'ai spammé là en l'espace de 2 minutes, qui sont des commandes Git qui sont essentiellement gitlog, git status. GitQ, GitUS, GitPQ, c'est des alias de gitlog. Je vais vous les montrer. GitQ, c'est un alias vers log head at u, donc l'upstream. Point, donc tout ce qui part de l'upstream jusqu'à cette branche et tout ce qui est de cette branche jusqu'à l'upstream. Donc en gros, comment vous avez divergé par rapport à l'upstream en one line, donc pour avoir le commit et le texte, le SHA-1 pardon et le commit message. Decorate, donc pour avoir éventuellement les branches qui pointent sur chacun des commits, et en graph pour avoir cette l'ASCII art. Et boundary, ça permet en plus de rajouter ce qui n'est pas strictement inclus dans le scope du gitlog. Et qui est intéressant parce que si par exemple vous êtes en retard par rapport à la branche d'intégration principale du projet, par exemple, ça se voit avec GitGraph, ça diverge, quoi. Bah écoute, je suis ravi que ça t'ait plu, mon cher Vincent. On en fera d'autres. Ce soir c'était parsing JSON. Ce qu'on pourra faire après, c'est écrire le client d'API Twitch qui réutilisera ce parseur là, parce que là l'API HTTP, je la consomme en curl, en ligne de commande. Évidemment on peut le faire en Haskell, et c'est tout à fait intéressant. On aura l'occasion de le voir si ça vous tente. Si vous avez des questions, moi je reste encore un petit peu, il n'y a pas de souci. Il y en aura d'autres, ce n'est que le début. L'idée c'est de donner envie aux débutants, et éventuellement aussi de donner, et surtout de donner de la visibilité à S'engage. Oui, pas l'annoncer sur Twitter un peu avant le stream. Bah normalement c'était le cas 1 heure avant, puis j'avais tease dans la matinée. Mais j'ai pas envie de spammer ma timeline de tweets comme ça, parce que c'est pas forcément... Histoire que les enfants soient couchés quand ça commence. Bah 21h30, ça me semble être une heure raisonnable pour ça. Justement. Là il est pas à la maison le petit, mais on a le même problème chez nous, t'inquiète pas. Bon après, si on affinera l'horaire, hein, l'idée c'est aussi que ça soit sur... si c'est interactif c'est mieux, parce que répondre aux questions que se pose chacun c'est plus instructif, et puis moi je pense pas aux choses qui sont... des choses qui sont tellement évidentes pour moi depuis le temps que j'en fais. Ça fait 4 ans que j'écris du Haskell, 1 an et demi que j'en fais de façon sérieuse on va dire. Ça fait un peu moins d'1 an que j'en fais en prod. Donc mais ça commence à faire, donc les choses de base me sont évidentes, et je m'occuperai, des fois tendance à passer un peu vite sur un certain nombre de choses qui sont
qui sont les bases et qui sont pourtant terriblement importantes si on veut s'y retrouver. Pourquoi c'est pas enseigné en France, en tout cas? Euh, Ça reste un langage élitiste, hein, le Haskell. En France, on a une tradition du OCaml, hein, ça c'est merci l'INRIA et les universités. Le OCaml permet on va dire de bondir vers le Haskell assez facilement, beaucoup plus que quand vous apprenez le C, le Java et compagnie à l'école. Mais ça reste un langage élitiste, hein. Il y a guère que pour faire des dojos ou des concours ou pour expérimenter avec la programmation fonctionnelle que les gens font du Haskell en amateur. En professionnel, c'est très très rare. Et c'était quand même à la base l'objectif de ce langage, hein. C'était un laboratoire pour explorer les concepts de programmation fonctionnelle. Ça l'est encore, hein. Il a été surpassé par d'autres pour des aspects plus pointus parce que avec les années, il s'est un petit peu, comment dire, un petit peu empêtré dans l'historique et c'est difficile d'aller explorer des concepts plus avancés sans tout casser. Donc vous avez des langages comme Idris et d'autres qui sont un peu plus avancés sur des concepts qui sont en cours d'exploration en ce moment. Mais ça reste un des meilleurs moyens et un moyen très accessible et assez bien supporté professionnellement pour aller tâter de la monade et se poser des questions. Et d'ailleurs, si vous en faites, même si vous n'avez pas l'occasion d'en faire professionnellement, ça reste un très bon outil pour penser des problèmes de façon différente. Et ça peut vous servir après en vous reportant comment dire, sur des langages plus classiques pour aborder les problèmes. Vous allez voir apparaître des patterns, des classes de problèmes que vous connaissez si vous faites le Haskell, si vous faites du Haskell ou d'autres, mais qui sont moins évidentes ou moins connues, en tout cas pas identifiées telles quelles dans beaucoup d'autres langages. Mais ça vous permet de vous rattacher à des concepts bien connus et d'expliquer à quelqu'un qui connaît le Haskell, c'est assez facile, quoi. Donc quand on écrit du JavaScript chez Fretlink, parce que ça nous arrive encore d'en écrire, des fois pour expliciter un problème, on va aller exprimer en concept dans, dans le langage Haskell. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le même esprit, Arnaud Bailly organise des coding dojo en Haskell online. Recording sur YouTube, ouais, ils font ça en live sur YouTube, si je dis pas de bêtises, et c'est plutôt cool. Pourquoi vous faites pas du Helm? Alors en fait, on fait du pure script en partie pour certains bouts du back-office, et le JavaScript, c'est du jQuery dans les écrans classiques, hein. Mais en fait, surtout beaucoup de Node.js côté serveur sur l'app historique. Nous on fait pas de Haskell, on refait tout notre front en Helm, bah, c'est cool parce que du coup ça te permet de traiter un certain nombre de problèmes de façon plus rigoureuse et c'est un bon début au Haskell indirectement. C'est pas du tout un langage aussi avancé que le Haskell et c'est beaucoup plus enfin comment dire, pas bac à sable. On va dire vous avez les roulettes quoi. Vous n'allez pas aborder les problèmes de façon très poussée avec Helm, mais ça vous donne quelques indices. Voilà, c'est un bon marchepied pour Haskell exactement. Idriss a une niche exploratoire. Ouais, Idriss, il faut être motivé, quoi. Il n'est pas impossible que les dependent types arrivent un jour en Haskell. Effectivement, c'est en travaux, mais il y a encore pas mal de chemin pour que ça arrive. Et je crois qu'il est question, il vise la 8.6, de façon très optimiste, la 8.4, si je dis pas de bêtises, et la 8.6 de GHC pour un planning un peu plus raisonnable. Donc c'est pas tout de suite. Et on peut déjà un peu bricoler les dependent types en Haskell, mais c'est un peu artificiel. Et j'en dirai pas plus parce que j'irai des bêtises sur la question. T'en penses quoi de Etalang? Eta, c'est un des Haskell sur la JVM, si j'ai pas de bêtises. Je vais vérifier ça. Ah, c'est ça, ouais. Ah, il y avait Frege, puis Eta.
Et d'ailleurs, fun fact, fun quote, Simon Peyton Jones, donc ce bon vieux Simon, co-créateur de Haskell et mainteneur de GHC à ses heures perdues, a dit un jour que Frege était un Haskell plus Haskell que le Haskell de GHC. C'est une preuve de modestie et d'humilité tout à fait intéressante. J'ai pas mis à jour le script qui watch, hein, donc le nombre de viewers est encore à 11, mais à mon avis ça a tombé, c'est tombé, je pense que tout le monde est parti. Ouais, 7, c'est un peu tombé. Normal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vu que ça marche et qu'on a fait un peu le tour, je fais un peu de refactoring en fond pour garder le stream lancé si vous avez des questions encore ou que des gens débarquent. Je vais juste faire un peu de ménage parce que là on a écrit du code qui marche, mais on peut sans doute faire un peu plus élégant. Et je vais faire en lançant les tests en watch. Bah, enregistrer prochaine, j'ai juste oublié d'enregistrer les premières demi-heures qui consistaient à écrire le test unitaire. Donc la partie ASON sera enregistrée, y a pas de souci. C'est un fail, hein, mais c'est normal. C'était la première, il y avait forcément un truc qui allait foirer. Le pire, c'est que j'avais coupé l'enregistrement, parce que l'enregistrement se lance de façon automatique au début du stream, et j'avais coupé l'enregistrement pour pas garder le petit quart d'heure de début de setup qui était pas passionnant, quoi. Mais j'en ferai d'autres, pas forcément. Là, il y avait une thématique, d'autres seront peut-être plus improvisés si vous voulez. J'ai un autre projet, j'ai un projet en cours sur lequel je peux streamer qui est une lib comment dire, de localisation, enfin de gestion de localisation pour écrire des fonctions typées qui localisent des messages avec les fameux placeholders de chacun des messages en paramètres. Et c'est plus velu, quoi, hein. Là, on est sur du Haskell un peu bizarre avec du templating et ce genre de choses. Alors, tu as commencé le Haskell avec la partie théorie ou par la pratique? La pratique, essentiellement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la partie théorique au début. Mais c'est une question très personnelle au final, parce que ça dépend vraiment de comment tu es capable d'aborder des nouveaux concepts et comment tu explores quelque chose. Mais moi j'ai besoin d'un peu de concret pour me rattacher aux branches. Et après quand j'ai fait mes gammes dans le langage, je me suis réintéressé au concept qu'il y avait derrière. Et évidemment c'était très utile parce que le Haskell que tu écris au début, quand tu viens de la programmation opérative classique, stricte, bah, il est bizarre, il marche pas, ça se comporte pas bien, c'est pas élégant, c'est très pénible. Et on en sort fatigué, quoi. On écrit du Haskell pendant 1 heure et puis après on est saoulé parce qu'on a écrit du Haskell de façon brutale, qui marche mais qui est pas du tout dans l'esprit du langage. Et revenir à quelque chose de plus théorique derrière, ça permet vraiment d'utiliser les concepts qui sont fondamentaux et ça permet d'être plus fluide après, obtenir des résultats un peu plus intéressants, du code qui est euh, un peu plus universel, quoi. Et typiquement, quand on se met à utiliser les modades correctement, les parseurs, les foncteurs et les applicatives, eh bien on gagne en cohérence dans le style de code. Et c'est plus facile, ne serait-ce que quand on est tout seul dans son coin, pour se relire après.
cas par exemple il y avait l'attribut JSON il était pas obligatoire parce que la fonction parseur se résume à la fonction décode, le nom de l'argument importe pas. C'est l'état réduction, on gomme les arguments par la droite s'ils sont utilisés tels quels. Ce que je vais faire c'est que on va ce case off, moi il me plaît pas, j'avais pas quelque chose qui me plaît. Ce qu'on peut faire c'est utiliser une fonction qui s'appelle maybe qui est accessible dans le prélude directement qui en fait renvoie un B, donc qui pour une fonction qui renvoie un B, enfin un B quoi, et un A qui renvoie un B appliqué à un maybe de A renvoie un B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette première valeur ça sera quand votre maybe est nothing. La deuxième c'est if, c'est quand c'est just. Ce sera cette fonction là qui prend ce MS et qu'on applique à ce maybe et on obtient notre B en sortie. C'est pas très élégant comme signature, mais cette fonction là. Évidemment maybe là, c'est celle-ci. Ça permet d'écrire un case off sur un maybe de façon un peu plus concise. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maybe. Si c'est nothing, on envoie 0. Si c'est just ms, on va faire check viewer count metadata ms. C'est une fonction, donc en fait c'est une lambda appliquée à parseur de JSON, notre fameux maybe. Ça devrait compiler. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai écrit des bêtises. C'est metadata avec un plus. Ouais, seconde, attends, spec pas refactoring. Ouais, en fait, on peut encore simplifier ça en utilisant la composition de fonctions. Donc ça, c'est en fait c'est la fonction metadatas suivie de check viewer count. Et du coup, on n'a pas besoin de nommer le paramètre. Et on peut encore faire ça une deuxième fois, cette fois sur l'appel au parseur. Et du coup en gommant l'attribut JSON. Ça compile encore, ça passe les tests, ça marche encore. Donc ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en Haskell, c'est un peu du golf, faut faire ses gammes pour faire ce genre de choses. Mais c'est au début on écrit du code qui marche et après on refactor. C'est con de dire ça, hein, c'est quelque chose qu'on fait dans tous les langages, hein, vous allez me dire, mais le refactoring en Haskell c'est très accessible parce que vous avez le compilateur derrière. Et en fait ce compilateur il est assez précis quand même, hein, par rapport à ce que vous avez dans d'autres langages. Ne parlons pas de ceux qui n'en ont pas. Et du coup vous pouvez vous permettre ce genre de pirouette, de chirurgie sans trop vous poser de questions, c'est tout à fait accessible. Ouais, Java par exemple. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça me semble pas mal. Ouais, je vais essayer avec ce fond sonore. C'est nostalgique, on va partir. On va s'arrêter en gare. On va s'écouter l'eau qui clapote. Et je vais vous souhaiter
Une bonne soirée. Ciao ciao.